Bonjour à tous et bienvenue dans le 15e épisode de 5 minutes pour une histoire de Châtellerault. Petit poisson deviendra grand pourvu que Dieu lui prête vie. Voilà le début de la fable du petit poisson et du pêcheur du poète Jean de La Fontaine. Il l'aurait écrite ici à Châtellerault en 1663. Je vous propose de le rejoindre dans sa visite de la ville le temps de 5 minutes. Alors attention gong, 5 minutes au temps de La Fontaine. Nous sommes au XVIIe siècle, dans le grand siècle du roi Louis XIV, le roi Soleil. En ce temps formidable où Descartes est devenu philosophe, Corneille a écrit ses tragédies, Boileau ses satires et La Fontaine ses fables. De La Fontaine, Jean de son prénom est principalement connu pour ses fameuses fables. Qui ne connaît pas le corbeau et le renard, la cigale et la fourmi, ces fables allégoriques qui mettent en scène différents animaux anthropomorphes. Nous sommes en 1663, La Fontaine est un fidèle de Fouquet, surintendant à la cour du roi Louis XIV. Celui-ci est arrêté par Colbert. La Fontaine ayant peur d'être ennuyé, il part alors avec Jacques Janard, son oncle, avocat de Madame Fouquet, pour un périple de 20 jours entre Paris et Limoges, où celle-ci s'est exilée. Jean de La Fontaine profite de cette occasion pour s'éloigner de sa femme Marie Ricard, avec qui les relations ne sont pas au mieux. Les deux hommes sont accompagnés par Monsieur de Châteauneuf, qui semble être un officier de police chargé de les surveiller. Partis le 23 août 1663 de Paris, ils ont déjà traversé les villes d'Arpajon, d'Étampes, Blois, Amboise, Bléré, Port-de-Pile, Richelieu. Ils arrivent enfin à Châtellerault le 5 septembre 1663. Ils ont voyagé une partie de la journée, traversant les verts vallons du Châtelleraudais, avant de voir apparaître au loin le bourg de Châteauneuf, véritable ville dans la ville. Après avoir traversé la barrière d'entrant, ils sont naturellement menés vers le carroi de la pompe, centre du village. Au loin, ils peuvent admirer la petite église Saint-Jean où des maisons s'adossent à elle. La voie royale passe par là. Elle est ici une rue tortueuse où on circule mal. Les cavaliers, carrosses, chaises à porteurs, marchands ambulants et crieurs l'animent. Nos trois hommes croisent les auberges du Coq-Hardy, Bœuf Rouge, hôtel du Grand Monarque. Au bout de la rue du Pont, on imaginait trois hommes éblouis par l'imposant nouveau pont Sully, avec ses tours, ses douves, son châtelet construit comme un château fort. Ils sont précipitamment arrêtés par un essaim de femmes qui les force malgré eux à acheter des couteaux ou autres objets fabriqués par les fameux couteliers de la ville. Après le paiement du péage, la traversée est impressionnante. Quelle prouesse architecturale que l'on a fait là. Le pont lui fait sans doute penser au pont Neuf de Paris. Le port est en bien mauvais état. En ce mois de septembre, l'agitation est grande, surtout au port des Moulins. Les bateaux aux voiles colorées à demi tendus sont amarrés. Après 4 mois d'étiage, les eaux sont enfin devenues marchandes. Des groupes d'hommes s'agitent, ils passent par là, par ici. Les épaules chargées de sacs, les femmes portant des paniers sur la tête sont venues assister aux derniers préparatifs avant le grand départ des mariniers vers Angers et Saumur. À côté de cette agitation, les lavandières battent le linge dans la Vienne. Un jeune pêcheur est assis sur le bord de la rivière, essayant d'attraper des poissons. Peut-être est-ce celui qui a inspiré le poète. Les trois hommes se trouvent dans l'ombre d'une tour carrée. C'est la fameuse tour grenatière au bout du pont Sully. Elle sert à l'emprisonnement des faussonniers, c'est-à-dire des contrebandiers du sel, depuis l'institution de la gabelle en 1541. Le convoi redescend vers le carroi des Moulins. Les maisons donnent directement sur le port, laissant un simple étroit passage aux voitures et charrois qui chargent et déchargent les marchandises, encombrant la chaussée. La rue des Cordeliers s'offre à eux, prêts à rentrer dans la ville, ou plutôt le quartier Saint-Jacques, pour se rendre vers l'hôtel Brochard, où l'oncle de La Fontaine, un certain Pidou, les attend. La rue Sully est l'artère principale. Elle offre une magnifique perspective sur la vieille église Saint-Jacques, rythmée par sa flèche en bois qui donne l'heure et son clocher en pierre et ardoise. Les maisons à pans de bois arborent diverses enseignes, figurent des métiers qui s'offrent aux chalands, comme les horlogers, orfèvres, bouchers, cordonniers, cloutiers, poiliers, peigniers. Le groupe a-t-il pris le temps de ramener un souvenir de la ville? Ils ne peuvent pas passer à côté du couvent des Cordeliers et des Sœurs de la Sagesse, avec son étonnante gargouille effrayant les passants. La rue n'est pas pavée et creusée par un sillon central, recueillant les égouts, fumier et autres déchets faisant le régal des cochons et pourceaux. Le bruit fort des jaquets couverts de sueur et de poussière chantant et frappant leurs bourdons contre le pavé des rues résonne en un doux rythme. Les jaquets font la richesse des auberges et notamment dans l'hôtellerie, comme celle de Saint-Jacques, du Cygne, du Chapeau Rouge ou du Bien Nourri. Sans doute ont-ils vu le petit palais Sully, construit entre cour et jardin, en souvenir du gouverneur du Poitou. Ici s'est tenue la fameuse assemblée préparatoire à la rédaction de l'édit de Nantes en 1597.
De La Fontaine raconte d'ailleurs de notre ville qu'elle est mi-huguenote, mi-catholique, mais la préfère à Poitiers qui est pleine d'écoliers, prêtres et moines. L'hôtel Sully a été construit avec les mêmes pierres que celle du pont Sully par Androuille du Cerceau, avec un calcaire tendre et blanc qu'on appelle tuffeau. Sa façade quelque peu symétrique, chargée d'un lourd auvent de pierre en fronton, est décorée de macarons et de guirlandes de fruits témoins du style florissant de la Renaissance. Arrivé en haut de la rue, le convoi tourne à droite, au niveau du carreau de la Barre, pour rejoindre l'hôtel Brochard, ou du Cognet comme on l'appelle aujourd'hui. Logis de Longpidou, il habite ici un petit hôtel construit en 1450 avec pignon sur rue. Il garde sa façade de la fin du Moyen-Âge avec sa tourelle escalier, son décor gothique flamboyant. Les ouvertures des fenêtres sont richement décorées par des pierres sculptées. On imagine encore Jean de La Fontaine assis sur le rebord d'une des fenêtres contemplant la rue animée en cette fin d'été. Les trois hommes sont fort bien accueillis par un repas fort mérité. L'hôte leur a concocté de belles carpes pêchées dans la Vienne, accompagnées de melons du Poitou que le maître du logis méprisait. La Fontaine est séduit par le pays de connaissance et de parenté que représente Châtellerault. Il aime cet oncle Pidou qui a du nez, qui aime la chasse, la paume, qui sait l'écriture. Il a d'ailleurs composé des livres de controverses. C'est un homme âgé et gai qui a eu la chance d'épouser dernièrement une femme bien faite, beaucoup plus jeune que lui et bien sûr aimante. Les trois hommes passent la nuit dans l'hôtel Brochard. Le lendemain matin, ils se rendent vers le verger, le petit château de plaisance des Pidou. Pour sortir de la ville, ils sont obligés de passer par la porte Saint-Jacques donnant sur le carreau du faubourg. À droite se trouve la tour du bourreau. Un pont-levis protège la porte. Les trois hommes empruntent alors un chemin traversant une vaste plaine avec des monticules de terre. Ils ont la vision sur les murailles mal entretenues. Certaines personnes labourent les fossés pour y planter des graines, ce qui n'arrange rien à leur état. Entre les fossés de la ville et le couvent des Minimes, une petite place plantée d'ormeaux désespère les religieux qui déplorent que l'on voit chez eux. Puis arrive la barrière du verger, dernière limite de la ville vers la ville verte. Il passe à côté de l'auberge du Lion d'Or, traverse les chamailleries et la ferme du Petit Verger située à mi-hauteur de côte. Au fond, la longue allée d'ormeaux signale l'entrée du château situé finalement non loin de la ville. Le verger est un petit château qui domine la vallée et la ville. Il est une ancienne maison forte édifiée en 1312 par Jean du Verchier. Il fut racheté par Pierre Pidou de Malaguet. Le château est entouré par de petites douves et un jardin de forme quadrilatère. Pour pouvoir entrer dans le château, il faut emprunter un pont-levis entouré de 2 tours. Le petit château du Verger ne manque pas de charme. Enveloppé dans la nature, il est composé de 2 pavillons en avancée sur la façade. À l'étage, 2 tourelles en poivrière encadrent la porte d'entrée. Entre elles, une petite terrasse avec balcon possède une porte-fenêtre. Au loin, un bâtiment en forme de L abrite les écuries. Jean de La Fontaine est tout de suite enivré par le petit jardin rythmé par les douves. Il se promène, s'arrête, s'assoit près d'une table et imagine ici même une future fable, celle du pêcheur et du petit poisson. Il fut sans doute inspiré par ces 2 jours passés dans notre ville. Est-ce une légende? Sans doute, oui. Mais laissez-moi vous la conter. Petit poisson deviendra grand pourvu que Dieu lui prête vie. Mais le lâcher en attendant, je tiens pour moi que c'est folie. Car de le rattraper, il n'est pas trop certain. Un carpeau qui n'était encore que fretin fut pris par un pêcheur au bord d'une rivière. Tout fait nombre, dit l'homme en voyant son butin. Voilà commencement de chair et de festin. Mettons-le en notre gibecière. Le pauvre carpillon lui dit en sa manière: que ferez-vous de moi? Je ne saurais fournir au plus qu'une demi-bouchée. Laissez-moi carpe devenir, je serai par vous repêché. Quelque gros partisan m'achètera bien cher. Au lieu qu'il vous en faut chercher, peut-être encore 100 de ma taille. Pour faire un plat. Quel plat, croyez-moi, rien qui vaille. Rien qui vaille, eh bien soit, répartit le pêcheur. Poisson, mon bel ami, qui faites le prêcheur. Vous irez dans la poêle et vous avez beau dire, dès ce soir, on vous fera frire. Un tien vaut, se dit-on, mieux que 2 tu l'auras, l'un est sûr, l'autre ne l'est pas. C'est sur cette fable contée que le groupe a choisi de continuer leur voyage vers Limoges. Il reste encore 4 jours de route traversant la plaine poitevine et les monts du Limousin. Il est temps pour moi de refermer cette histoire. La Fontaine restera 5 mois à Limoges et ne manquera pas d'écrire 6 lettres reprenant cet exil dans les relations d'un voyage de Paris en Limousin. Il prit la décision de s'éloigner de sa femme et de son fils. Le poète, avec sa lenteur proverbiale, a édité la fable châtelleraudaise dans son premier recueil en 1668, soit 5 ans après ces 2 jours mémorables. Merci à tous une nouvelle fois d'être fidèles. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un pouce bleu, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans 5 minutes pour une histoire de Châtellerault.